questions qu'on pose, le podcast. Et bonjour, bienvenue dans mon deuxième épisode qui portera toujours sur les intoxications fongiques, où l'on essaye de répondre à la question comment s'intoxiquer avec des champignons. Donc dans l'épisode précédent, nous avions vu comment il était possible de s'intoxiquer en mangeant des champignons non identifiés, et on a vu que ça pouvait apparemment arriver à différents types de personnes. Vous vous attendez peut-être à ce qu'on attaque tout de suite les confusions entre différentes espèces de champignons. On va y venir, c'est important, mais avant, je vais quand même vous parler d'autres façons possibles de s'intoxiquer avec des champignons. Les intoxications fongiques. Alors, vous avez bien identifié votre champignon. Mieux que ça, vous l'avez fait identifier par un expert mycologue. Alors, comment allez-vous faire pour vous intoxiquer avec ? Vous allez me dire, les experts peuvent aussi se tromper, bien sûr, ça arrive. Alors, pour ne prendre aucun risque, vous allez acheter vos champignons au supermarché. Mais on l'a vu, environ 5% des intoxications de 2021 à 2023 étaient consécutives à des repas de champignons achetés dans le commerce. 5% c'est peu, mais ce n'est pas rien non plus, comment les expliquer ? En 2021, 1340 personnes sont tombées malades après avoir mangé des champignons sauvages, résultant de 1008 cueillettes, car on le rappelle, une partie des intoxications sont collectives. Parmi ces 1008 cueillettes incriminées dans les intoxications, il y en a 229 qui ont été identifiées préalablement par le cueilleur et pour lesquelles on dispose de l'information champignon recherché par le cueilleur, qu'il croyait avoir mangé, et qui ont pu ensuite être identifiées par un expert mycologue, ce qui est très utile non seulement pour les statistiques, pour connaître les confusions, sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais également pour mieux savoir quels soins apporter aux personnes intoxiquées. Eh bien, figurez-vous que parmi ces 229 champignons pour lesquels on sait quel champignon était recherché et quel champignon a en réalité été consommé, il y avait 156 cueillettes dans lesquelles le cueilleur s'était effectivement trompé. Mais pour les 73 restantes, l'espèce recherchée était bien l'espèce cueillie. Alors, comment s'intoxiquer avec un champignon comestible ? Il existe plusieurs façons. D'abord, on va parler d'une façon à laquelle on pourrait penser, mais qui n'en est pas une, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous intoxiquer de cette façon. Évacuons ça tout de suite. Car on peut lire ici et là que si on mélange dans son panier des champignons toxiques avec des champignons comestibles, les champignons toxiques peuvent contaminer les comestibles. Eh bien, c'est faux. Vous ne pouvez pas vous empoisonner avec des champignons qui ont juste touché un champignon vénéneux. S'ils ont été cuits avec, c'est une autre histoire, mais pas par simple contact. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas non plus vous intoxiquer après avoir touché un champignon vénéneux, même si vous portiez vos doigts à votre bouche ensuite. Je vais même vous dire mieux que ça. Dans mon guide d'identification des champignons, sur la page dédiée à l'amanite phalloïde, il est précisé que sa saveur est douce. Pourquoi préciser une chose pareille ? Je rappelle que la dose létale est d'environ la moitié d'un chapeau. Eh bien, c'est parce que le goût est un facteur d'identification dont se servent les mycologues pour déterminer une espèce. Donc, les fiches d'espèces évoquent souvent l'aspect, la couleur, le biotope dans lequel on trouve le champignon, les arbres associés, etc. Et souvent aussi l'odeur et le goût. Et sachez que les mycologues n'hésitent pas à goûter les champignons quand ils cherchent à les identifier. Attention, l'amanite phalloïde est un champignon extrêmement dangereux, puisque la moitié d'un chapeau suffit à provoquer la mort d'un adulte. Mais, pour vous empoisonner, les toxines des champignons doivent passer par votre système digestif. Si vous recrachez bien le bout que vous avez goûté, en théorie, vous ne risquez rien. Vous me direz, quand on met quelque chose dans sa bouche, on en a forcément une toute petite quantité. Personnellement, je ne me risquerais peut-être pas à goûter ce qui ressemble à une amanite phalloïde. Je trouve que quand même, c'est un peu jouer avec la mort. Mais sachez en tout cas que des mycologues peuvent goûter des champignons tout à fait dangereux. Il peut être nécessaire de se rincer la bouche avec de l'eau, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'empoisonne. Donc non, les champignons comestibles ne deviendront pas toxiques par contact. Par contre, il y a une erreur qui est facile à commettre et qui peut expliquer certaines intoxications, même dans les cas où on a correctement identifié ce qu'on a cueilli. Un champignon d'une autre espèce peut pousser parmi un groupe de champignons comestibles. Et des intoxications sont déjà arrivées comme ça. Donc, une précaution à prendre, je résumerai ensuite toutes ces précautions de cueillette à la fin, c'est de bien vérifier tous ces champignons un par un et de les revérifier une fois à la maison.
Car si un champignon vénéneux s'est glissé dans votre panier, il n'aura pas contaminé les autres. Mais par contre, si vous le mélangez à votre repas, les conséquences peuvent être graves. D'autant plus que pour certaines espèces, il suffit d'un seul champignon pour vous intoxiquer gravement. C'est ce qui semble être arrivé en 2009 à une sexagénaire québécoise qui avait cueilli des marasmes des oréades. Aussi appelé faux mousseron, le marasme des oréades est un petit champignon à lame d'une couleur allant du blanc crème au fauve. C'est un bon comestible qui peut pousser abondamment dans les prairies et forme parfois des rondes sorcières. Malheureusement, dans sa cueillette se trouvaient aussi un ou deux champignons d'une autre espèce, l'amanite bisporigène. C'est une amanite blanche qu'on trouve en Amérique du Nord et qui ressemble assez à l'amanite printanière qu'on peut trouver en Europe. Malheureusement, c'est une amanite très dangereuse, qu'on surnomme parfois ange de la mort. La ressemblance entre le marasme des oréades et l'amanite bisporigène n'est pas flagrante, mais il faut rappeler que les champignons peuvent varier en forme et en couleur. L'erreur de cette dame sera fatale, puisqu'elle ressentira les premiers effets de l'intoxication 8 heures après son repas, ce qui est mauvais signe, on l'a vu. Malgré des soins appropriés, son état se dégradera au fil des jours, et elle décédera après 19 jours d'hospitalisation. Cette histoire tragique, rapportée dans le bulletin d'information toxicologique, doit nous rappeler à quel point une simple petite erreur peut être lourde de conséquences, et à quel point la prudence s'impose quand on consomme des champignons sauvages. Ce type d'événement semble être très rare puisqu'il s'agirait de l'un des 2 décès attribuables aux champignons enregistrés au Québec. Et tout tragique que puisse être ce type d'événement, qui, rappelons-le, la plupart du temps ne sont heureusement pas si lourds de conséquences, il s'agit toujours de confusion entre une espèce comestible et une espèce toxique. Donc, j'en reviens à ma question initiale. Comment peut-on s'intoxiquer avec des champignons comestibles ? Il y a plusieurs moyens et je vais essayer d'en faire une liste exhaustive. Première raison. Champignons. Ce montage sonore de qualité nous incite à nous pencher sur la question de la fraîcheur de nos champignons. Les champignons sont des organismes assez fragiles qui peuvent s'abîmer facilement. Si on les consomme frais après une simple cuisson, il convient de faire très attention à leur fraîcheur justement, car un champignon un peu passé peut suffire à provoquer une intoxication. Dans le cas des champignons gardés en conserve ou surgelés, on peut facilement imaginer que les conditions de conservation puissent ne pas être optimales. Une mauvaise mise en conserve, qui est un processus pas évident à suivre dans les règles de l'art, ou une rupture de la chaîne du froid, et votre champignon comestible peut vous intoxiquer. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les champignons du commerce. Vous allez me dire c'est pareil avec plein d'aliments. C'est vrai, mais ça l'est peut-être particulièrement dans le cas des champignons. Et quand quelqu'un tombe malade à cause de champignons pas frais, ça reste comptabilisé comme une intoxication fongique. Il existe des facteurs particuliers qui peuvent influer sur la fraîcheur du champignon. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, beaucoup de gens placent leur cueillette dans un sac en plastique. Et ce type de sac est propice à une dégradation rapide des aliments frais. L'air ne peut pas circuler, les champignons s'écrasent dans le sac et peuvent pourrir très rapidement. Donc pour cueillir des champignons, on privilégie un panier ou à la rigueur un sac en tissu qu'on prendra soin de ne pas écraser. Et si la cueillette est abondante, c'est vraiment préférable d'utiliser un panier à fond plat qui n'abîmera pas les champignons. Ensuite, un champignon qui gèle et dégèle, ça n'arrive pas que dans votre congélateur. Le gel, ça arrive aussi dans la nature. Et un champignon qui a subi un épisode de gel peut être devenu impropre à la consommation. Donc, s'il a gelé, on s'abstient de cueillir des champignons sauvages. Pendant combien de temps ? C'est une question pas évidente. Il n'y a pas de réponse claire puisque certains champignons poussent plus vite que d'autres. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit qu'un champignon peut être rendu impropre à la consommation à cause du gel. Une fois cueillis, les champignons frais doivent être consommés rapidement ou alors congelés, séchés ou mis en bocaux dans les règles de l'art rapidement aussi. Un champignon frais ne peut pas se conserver longtemps. Une deuxième façon de s'intoxiquer avec des champignons comestibles, la cuisson. Parmi les champignons dits comestibles, certains sont en réalité des champignons vénéneux dont les toxines sont éliminées par la chaleur de la cuisson.
Il en est ainsi de certains champignons très prisés, comme les morilles par exemple, et d'ailleurs certains peuvent même être vendus dans le commerce. D'après mon guide, la morille blonde ne peut être consommée que séchée et bien cuite. D'autres champignons, comme l'élevelle crépue, doivent être bien cuits également, mais il faut aussi se débarrasser de l'eau de cuisson. Les guides ne le précisent pas toujours, mais il est nécessaire de bien cuire les champignons sauvages. Certes, on peut manger des champignons de Paris crus, mais parmi les espèces dites comestibles, beaucoup ne le deviennent en réalité qu'après cuisson. Ainsi, l'ANSES conseille de toujours bien cuire les champignons sauvages avant de les manger, 20 à 30 minutes à la poêle ou 15 minutes dans l'eau bouillante. Et comme on l'a vu, ce conseil est aussi valable pour certains champignons vendus dans le commerce. Troisième moyen de s'intoxiquer: manger trop de champignons. Les champignons sauvages, mais tous les champignons d'une manière générale, doivent toujours être consommés en quantité raisonnable. Trop de champignons, ça peut être une manière de s'intoxiquer, même s'ils sont comestibles. Attention, à l'inverse, on a vu que manger peu de champignons ne protège pas forcément, puisqu'une seule amanite peut tuer. Mais, même avec des champignons parfaitement comestibles, bien conservés et bien cuits, il n'est pas prudent de faire des excès. Il existe de très nombreuses espèces de champignons, avec des formes de toxicité très variées, et il n'est pas impossible que certaines espèces deviennent toxiques si consommées en grande quantité. D'ailleurs, certains champignons ont été réputés comestibles pendant très longtemps, car ils ne deviennent toxiques que s'ils sont consommés à plusieurs repas consécutifs et ou en grande quantité. Ces champignons ne sont plus considérés comme comestibles, d'où l'intérêt de disposer d'un guide récent. Il est pourtant possible de s'en faire un très bon repas, le problème c'est qu'il est très difficile voire impossible de savoir à partir de quelle quantité et de combien de repas consécutifs l'intoxication pourra survenir, d'autant plus que ça peut dépendre de sensibilités individuelles. Ainsi, vous pouvez avoir identifié un champignon comestible grâce au guide de votre grand-père, vous pouvez en faire un délicieux repas, et l'année d'après recommencer et tomber malade. Vous étiez confiant grâce à votre guide et votre bonne expérience, mais c'est justement le fait d'avoir mangé précédemment de ces mêmes champignons qui vous a sensibilisé à leur toxicité. Donc, pour éviter ce type d'intoxication, il faut disposer d'un guide récent. Je reviendrai dans un chapitre ultérieur dédié aux champignons traîtres, autrefois considérés comme comestibles et désormais classés toxiques. Mais sachez que ça existe et que depuis les années 1990, on a découvert de nouveaux syndromes d'intoxication fongique dont je n'ai pas encore parlé. Donc votre guide doit au moins dater des années 2000. Certaines de mes sources rapportent des cas rares de symptômes neurologiques étranges survenus après une consommation massive de champignons comestibles comme les morilles. Une autre raison pour laquelle il ne faut pas abuser des champignons, c'est que ce sont des organismes qui absorbent les polluants auxquels ils sont exposés dans l'air et surtout dans le sol. Notamment, ils peuvent facilement accumuler des métaux lourds, donc manger trop souvent des champignons peut nuire à votre santé, même s'ils sont frais, comestibles et bien cuits. Il est difficile d'évaluer les conséquences d'une exposition répétée aux polluants contenus dans les champignons. Donc dans le doute, il vaut mieux ne pas en abuser et évidemment, il faut éviter de consommer des champignons qui poussent en ville, au bord de routes fréquentées, dans des zones industrielles ou dans d'autres lieux qui sont susceptibles d'être pollués. Quatrième façon de s'intoxiquer avec des champignons comestibles, des mélanges à éviter. Parmi les syndromes à incubation courte, il y en a un que je n'ai pas cité, c'est le syndrome coprinien. Il concerne les coprins de la famille du coprin noir d'encre, et c'est un syndrome d'intoxication qui survient quand on consomme de l'alcool pendant ou après un repas de champignons. Je n'ai pas pu vérifier l'information, mais il semble que dans Mycologie médicale de Christian Ripper, il soit recensé plusieurs cas d'intoxication similaires au syndrome coprinien avec d'autres types de champignons sans que la coprine ait pu être mise en cause. Cela dit, si c'est le cas, c'est très rare, et à cause du syndrome coprinien, les guides d'identification récents classent généralement le coprin noir d'encre comme non comestible. Après avoir consommé ces champignons, il faudrait s'abstenir d'alcool pendant 36 heures. Dernière façon de peut-être s'intoxiquer avec des champignons, les sensibilités individuelles. Il est toujours possible qu'il existe des sensibilités individuelles de certaines personnes par rapport à certains champignons. C'est ce qui complique tout. Et puisqu'on parle de s'intoxiquer avec des champignons comestibles, sachez qu'il est également possible de manger des champignons vénéneux et de ne pas être intoxiqué du tout. Septembre 1987.
26 jeunes hommes de 21 à 28 ans, tous en parfaite santé et élèves officiers du camp militaire de Couatquidan, effectuent un stage de survie en forêt de Kénécan en Bretagne. Les 26 hommes vont tous consommer une quantité à peu près similaire d'une soupe, principalement composée de Cortinarius aurelanus, le cortinaire couleur de roux. C'est un champignon relativement rare, au chapeau brun-roux, de saveur plutôt douce. Il est mortel et mon guide des champignons indique que les intoxiqués souffrent de lésions irréversibles des reins. Pourtant, d'après les sources scientifiques que j'ai réussi à trouver, ce type d'intoxication est sujet à une grande variabilité individuelle. L'article de Intensive Care Medicine qui rapporte ce cas d'intoxication collective des élèves officiers l'a suivi sur une période de 1 an. Parmi nos 26 élèves, 12 ont souffert de lésions rénales importantes. 8 d'entre eux ont dû subir des dialyses et 4 avaient encore des séquelles 1 an après. L'un d'entre eux a même subi une greffe de rein dans l'année. Comme l'intoxication ne s'était déclarée que 10 à 12 jours après l'ingestion des champignons, les 26 jeunes hommes furent tous hospitalisés. Mais les fonctions rénales de 14 d'entre eux n'avaient pas été affectées. L'article se conclut ainsi, je traduis en français. Les mécanismes de la toxicité d'une ou plusieurs molécules demeurent à élucider. Les scientifiques mettent en cause l'aurélanine dont je vous ai déjà parlé, ainsi que les cortinarines, d'autres molécules qu'on trouve dans les cortinaires. Ces molécules sont toxiques pour les reins. Mais on ignore pourquoi certaines personnes subissent des dommages irréversibles de leur fonction rénale, tandis que d'autres ne développent aucun symptôme. Chez les sujets affectés par ce type d'intoxication, la gravité de l'empoisonnement dépendra de la dose ingérée. Mais d'autres individus ne seront pas intoxiqués quelle que soit la dose. En laboratoire, 20 à 30% des rats survivent sans problème à des ingestions massives de cortinaires. Dans un article ultérieur abordant cette même affaire d'intoxication collective, paru en juillet 2012, on apprend que 13 ans plus tard, parmi les 4 individus les plus gravement intoxiqués, 3 ont eu une greffe de rein, tandis que le 4e n'en a pas eu car il était décédé de cause sans lien avec l'intoxication. Cette source confirme également que sur les 26 élèves qui avaient consommé les champignons, 14 n'ont jamais développé le moindre symptôme. Ce cas d'intoxication collective montre à quel point la toxicité des champignons est encore mystérieuse et mal comprise à bien des écarts. Les uns s'empoisonnent avec des champignons comestibles, les autres dégustent une soupe mortelle sans aucune conséquence. Avant de passer au chapitre des confusions, je vais maintenant poser une question qui va encore complexifier un peu plus les choses, car jusqu'ici, il faut l'avouer, c'était beaucoup trop simple. Et si c'était pas les champignons? Et oui, toutes les intoxications fongiques signalées au centre antipoison n'en sont pas. En effet, quand quelqu'un tombe malade après avoir mangé des champignons, comment estimer avec certitude s'il y a un lien de cause à effet? Ainsi, pour chaque intoxication, les rapports de l'ANSES évaluent l'imputabilité de l'intoxication aux champignons sur une échelle à 5 niveaux. À 0, le champignon est hors de cause. À 4, il est quasiment certain que le champignon soit à l'origine des symptômes observés. Or, par exemple, parmi les 37 cas graves de l'année 2022, une personne avait souffert d'un syndrome indéterminé après avoir consommé des champignons de Paris achetés dans le commerce. L'imputabilité du champignon sur son état de santé est de 1, ce qui signifie douteuse mais non exclue. Et même si cette personne avait été suffisamment malade pour compter parmi les cas graves, on n'a pas diagnostiqué chez elle un syndrome d'intoxication fongique particulier. Donc on le voit, parmi les intoxications recensées dans chaque rapport, même si l'ANSES exclut les cas pour lesquels l'imputabilité des champignons est de 0, on ne peut pas être sûr et certain que toutes les intoxications sont bien dues aux champignons, et ce, même pour les cas les plus graves. Autre exemple, l'une des 2 personnes décédées en 2022 avait consommé des champignons supposés être des rosés des prés qui lui avaient été donnés par un ami. Mais l'imputabilité des champignons sur la dégradation de son état de santé n'est que de 2, ce qui signifie qu'il est, je cite, possible que les champignons en soient à l'origine, malgré le fait qu'il soit précisé également qu'on a diagnostiqué chez cette personne un syndrome phalloïdien. Comme les champignons n'ont pas pu être identifiés après la cueillette, en tout cas après l'intoxication, on ne peut pas être certain qu'il ne s'agissait pas réellement de rosée des prés. Donc non, ce ne sont pas toujours les champignons, même quand une personne tombe gravement malade. Sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est difficile de faire des statistiques sur de petits échantillons.
Parmi tous les cas graves de l'année 2022 et 2023, j'ai calculé que pour environ 1 cas sur 5, l'imputabilité des champignons était de 2 ou moins, donc possible ou non exclue, et que pour environ 80% d'entre eux, donc quand même la majorité, elle était de 3 ou 4, donc probable ou très probable. Quoi qu'il en soit, on peut en tout cas conclure que les champignons du commerce ne sont pas vénéneux et ça c'est quand même déjà quelque chose, pour autant il est quand même possible de s'intoxiquer avec. Avant de passer au chapitre des confusions, je vais prendre le temps de vous résumer les précautions à prendre pour consommer des champignons. D'abord, bien les identifier et les faire identifier par des moyens sûrs, ce sur quoi on reviendra dans les prochains chapitres. Bien vérifier individuellement chaque champignon avant de les cuisiner. Les consommer rapidement ou effectuer rapidement une méthode de conservation dans les règles de l'art. Et s'abstenir de les consommer s'ils sont abîmés, s'ils ont été mal conservés, et ce qu'ils soient sauvages ou qu'ils proviennent du commerce. Ne pas les récolter dans un sac en plastique, ne pas les récolter après un épisode de gel, ne pas les récolter près des routes, en ville ou dans des sites pollués en général. Effectuer une cuisson au moins 15 minutes à l'eau bouillante ou 20 minutes à la poêle, à l'exception notable des champignons de Paris du commerce qui peuvent être consommés crus s'ils sont assez frais. Ne pas les consommer en trop grande quantité quoi qu'il arrive. Ne pas faire consommer à de jeunes enfants des champignons issus de récoltes sauvages. Ça peut paraître dommage, mais ce sont les recommandations de l'ANSES parce que les jeunes enfants sont plus sensibles que les adultes aux intoxications fongiques. Il me reste donc à vous citer mes sources pour cet épisode et on se revoit la prochaine fois pour les confusions entre espèces sauvages et espèces comestibles. Les sources. D'abord, la musique. La musique du podcast est Clone Me Twice de Darkwood. Merci encore à eux. Mes sources sont des articles. Les rapports d'études de toxicovigilance de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation de l'environnement et du travail, émis en 2022, 2023 et 2024. Acute Renal Failure Following Collective Intoxication par Cortinarius aurelanus par Bouger et collaborateurs, paru dans Intensive Care Medicine 1990. Les intoxications par les champignons sauvages de Sylvie Lantagne, paru en 2010 dans le Bulletin d'information toxicologique. Intoxication par les champignons, les syndromes émergents, Saviuk, Congrès Urgence 2009. Intoxication par les cortinaires, analyse des cas de la littérature, Saviuk et collaborateurs, revue Néphrologie volume 22, paru en 2011. Intoxication par les champignons, les syndromes à latence longue, par Saviuk et Moreau, paru dans Pathologie professionnelle de l'environnement, juillet 2012. Un site internet, lapresse.ca, fourni par le Centre antipoison québécois. Des livres, le guide des champignons de France et d'Europe de Guillaume Essartier et Pierre Roux, 5e édition, et les 50 règles d'or du cueilleur de champignons de Guillaume Essartier. Les recherches, l'écriture, l'enregistrement et le montage sont de moi. Et je vous dis à la prochaine.